Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes contents de vous accueillir ici pour cette première conférence de notre année scientifique 2014-2015. Sans plus tarder, nous avons l'honneur de recevoir ici dans le CECECAD, qui est le centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora. C'est notre 8e rentrée scientifique. Et aujourd'hui, pour marquer la rentrée scientifique, nous avons 2 intervenants que je vais présenter au fur et à mesure de leur intervention. D'abord, M. Lambert Niémé et puis professeur Noah Makung Massoudi. Avant de leur accorder la parole, ils vont parler alternativement, donc l'un après l'autre. Et après, nous aurons une séance de débat. Voilà. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'ici, nous sommes dans la convivialité africaine, c'est-à-dire nous devons rester ensemble pour partager quelque chose à manger, à boire, pour faire connaissance. C'est important. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de la parole qui vient de Dieu, mais aussi des relations humaines. Sans plus tarder, avant de donner la parole à nos conférenciers, je fais référence à un texte que j'ai envoyé pour les gens qui nous lisent dans notre réseau mondial du CECECAD. C'était le mot du président pour l'ouverture de l'année scientifique 2014-2015. Et le titre que j'ai donné à ce texte me permet de ne pas rallonger ce mot d'introduction. Je veux juste le citer. C'était du texte à l'action. Du texte à l'action. Prolégomène pour une pragmatique de l'action réticulaire. Plus brièvement, s'il y a un mot que vous devrez retenir, c'est la bibliocratie. Ça signifie libération de soi en se tenant debout par soi-même, par la lecture des ouvrages consistants. Pour lancer cette année scientifique du CECECAD 2014-2015, je me permets pour une fois de me citer. Je dis ceci. La vraie aristocratie est philosophique, basée sur l'être, ça signifie l'intériorité, et non pas l'aristocratie néolibérale basée sur l'avoir, ça signifie l'extériorité. La philosophie et la théologie visent le processus invisible, je souligne le mot invisible, de notre montée en ipséité devant Dieu. Car nous quittons ce monde en laissant tous les biens matériels néolibéraux, en commençant par notre propre corps apparent. Pour ne pas faire des commentaires, je voulais citer cette citation de moi-même pour lancer l'année scientifique 2014-2015. Je répète rapidement. La vraie aristocratie est philosophique, basée sur l'être, l'intériorité, et non pas l'aristocratie néolibérale basée sur l'avoir, l'extériorité. La philosophie et la théologie visent le processus invisible de notre montée en ipséité devant Dieu, car nous quittons ce monde en laissant tous les biens matériels, en commençant par notre propre corps apparent, à travers lequel les autres nous voient. C'est un grand plaisir aujourd'hui de recevoir M. Lambert Niémé, ici, à ma gauche, qui va donner notre conférence inaugurale de l'année scientifique du CECECAD 2014-2015. Conférence qu'il a lui-même intitulée « Et si le là de l'être n'était plus là ?» Sous-titre « Réflexion pour une éthique de la visibilité dans l'invisible ». Retenez les dialectiques. Je vois que cet après-midi, ça va se jouer sur les dialectiques. Visible, invisible. Parce que nous-mêmes, là, nous sommes visibles, invisibles, n'est-ce pas? Après
cette méditation philosophique et éthique sur la question de notre être là. C'est vrai que l'auteur qui sera sollicité, c'est Heidegger, Martin Heidegger, avec la question de l'être, Seinsfrage, la question de l'être. Après, M. Lambert Niémé, vous prendrez la parole, prenez votre temps, et après nous aurons le professeur Noah Makungu Massoudi, qui enseigne ici a démarré, n'est-ce pas, mais là ils ont changé, au département de sociologie de cette université, qui vient de publier un ouvrage. Économie mondialisée et coopérative délaissée. Sociologie du développement et de la coopération en République démocratique du Congo. Harmattan, Paris, 2014. Je n'en dis pas plus pour ceux qui sont dans notre réseau. Je vais recenser cet ouvrage très bientôt. Parce que l'auteur, qui est ici à ma droite, il a mis vraiment le curseur sur le débat décisif pour les Congolais, au moins, pour ne pas généraliser, Congolais démocratiques. Après 60 ans des indépendances, l'auteur a essayé de voir comment les gens, les simples gens, comment ils se débrouillent pour échapper à l'étau non libéral, mais à l'étau des dictateurs nègres qui ont pris la relève il y a juste 60 ans des colons. Alors, je laisserai aux deux conférenciers de prendre la parole. Alors, on va commencer bientôt avec M. Lambert Niémé ici. Juste, permettez-moi de le présenter. Bon, d'après ce qu'il m'a envoyé, il n'a pas voulu être très long. Il est docteur en philosophie et docteur en théologie, donc 2 fois docteur, de l'université de Leuven, en Belgique. C'est important. Hein? Leuven, parce que la Belgique, il y a des tensions linguistiques. Donc, il y a Louvain-la-Neuve, c'est une université francophone, française. Il y a Leuven, c'est une université flamande, mais on peut se donner des cours en anglais et en allemand, je pense aussi. Hein? Donc, flamand, wallon. C'est la querelle en Belgique. Mais Lambert Niémé a fait ses études là-bas. C'est important. Tous les 2 auteurs, je m'engage ici en public, je vais recenser leurs ouvrages dans notre revue Afroscopie. Et pour ceux qui me lisent dans Internet, je vais aussi recenser déjà dans notre réseau email, par courriel, Internet. Parce que ce qu'ils ont dit sur les questions africaines et diasporiques, c'est important. Je commence par Lambert Niémé, puis je vais présenter le professeur Noah Makungu après. Il a d'abord publié, je pense que ça c'est la thèse, hein, la thèse de doctorat, hein, pour une éthique de la visibilité dans l'invisible, avec la préface du professeur André Berten, qui est connu pour tous ceux qui font la théologie ou bien la philosophie. Hein, en Europe, André Berten est connu, Belgique, France, l'Europe, il est connu. Donc, voilà, c'était sa thèse de doctorat, hein, Lambert Niémé, pour une éthique de la visibilité dans l'invisible, avec la préface du professeur André Berten. Il a aussi publié un ouvrage en collaboration avec Patrick Devlieger, qui est intitulé, alors ici le premier ouvrage c'est l'Harmattan, hein, l'Harmattan. Alors son second ouvrage en collaboration c'est Handicap et société africaine, culture et pratique. Et ça ne pourrait pas bien tomber, Lambert. Ici nous sommes dans un centre où nous sommes ouverts, où nous donnons toute notre énergie pour faire exister d'autres discours qui sont en contraste avec le discours ambiant, néolibéral, qui prétend usurper la place de l'absolu. Parce que quand on parle avec Heidegger, je vais te laisser la parole, je ne vais pas empiéter sur tes plates bandes. Le mérite de Heidegger, c'est questionner l'Occident sur la prétention d'une rationalité unidimensionnelle à totaliser le discours sur ce qui apparaît et sur ce qui n'apparaît pas. Donc, son second ouvrage, avec la collaboration de Patrick Devlieger, Handicap et société africaine, culture et pratique, hein, avec la préface de Labana Lassé Abar, Harmattan, Paris, 2011. Hein. Et puis sa thèse de doctorat, c'était aussi Harmattan, comme j'ai déjà dit, Paris, 2006.
Lambert, il n'est pas encore à la retraite. La preuve, bientôt, dans quelques jours, il y a un ouvrage qui va sortir. Fondement de l'impératif d'exister de l'humanité. C'est quand même impressionnant. Dans son ouvrage, il y a l'humanité, l'humain. Ça, c'est Lambert. Donc, Paris, Percé, janvier 2015. Donc, je ne vais pas prolonger mon introduction. Ce que je vous demande, c'est d'accueillir sous vos applaudissements Lambert Niémé, qui va nous parler. Je rappelle la conférence avant que nous ne l'applaudissions. Et si le là de l'être n'était plus là, sous-titre « Réflexion pour une éthique de la visibilité dans l'invisible ». Sous vos applaudissements, je vous invite d'accueillir Lambert Niémé. Merci bien. Et si le là de l'être n'était plus là? Réflexion pour une éthique de la visibilité dans l'invisible. C'est un titre qui, au premier vue, ne dit rien. Et si le là de l'être n'était plus là? Enfin, c'est difficile à comprendre quand on n'a pas une formation philosophique un peu poussée. Mais on est là justement chez Heidegger. Selon Heidegger, le là de l'être dont je parle là, c'est le Dasein, où en fait, c'est l'existant humain. Il est le temps à interroger, en primauté, si on veut mener si on veut discourir sur l'être en tant qu'être. Alors je me suis juste posé la question, et si c'est là de l'être n'était plus là, qu'est-ce qui adviendrait? L'être serait là, il ne serait plus là, Mais je ne veux pas entrer dans ces questions plus philosophiques, dignes d'un auditoire de philosophie. Je vais plus me concentrer sur la question purement éthique. Mais pourquoi, ce qui est intéressant, c'est le pourquoi de cette question. Pourquoi je m'interroge si le là de l'être n'était plus là? Je me pose cette question tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec les progrès technoscientifiques, la perdition de l'humanité devient de plus en plus une possibilité réelle, notamment avec les armes de destruction massive. Alors, il y a danger de créer un vide dans l'horizon temporel de compréhension de l'être. Alors, qu'est-ce qu'il faut justement pour éviter ces chaos dans les champs temporels d'intelligibilité de l'être? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas ces chaos dans l'horizon où l'être s'historialise? Alors, je me suis dit, il faut nécessairement une éthique. Je ne veux pas aussi entrer dans les débats entre l'ontologie et l'éthique pour rester simplement dans l'éthique. Ce sont là des débats purement philosophiques. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais cette éthique, justement, avait comme finalité principale répondre à l'obligation inconditionnelle d'exister de l'humanité ou de l'être là de l'être au monde, afin justement d'éviter les chaos dans l'horizon temporel d'intelligibilité de l'être. C'est ce que je vais tenter de développer, cette éthique qui a cette finalité. Mais ma démarche est modulée en 3 étapes. Je vais d'abord commencer par élucider l'éthique de la visibilité dans l'invisible. Ensuite, je vais examiner l'impératif catégorique de la dite éthique. Et enfin, je vais m'atteler à examiner quelques principes indispensables pour éduquer à l'éthique en question. Sans plus tarder, je passe au premier point. Élucidation de l'éthique de la visibilité dans l'invisible. Il faut d'emblée comprendre que l'éthique de la visibilité dans l'invisible n'est pas une éthique du monde invisible ou des générations à venir qui viendront après nous. Mais c'est une éthique qui nous concerne, nous, aujourd'hui. L'éthique de la visibilité dans l'invisible est affaire à l'action humaine au monde, en tant que lieu de visibilité de notre existence incarnée. En tant que telle, cette éthique concerne les générations présentes, dans la mesure où elles sont les architectes du monde à venir, et par le fait même, sont censées assurer leur visibilité dans l'invisible. Avant d'aller en profondeur, je voudrais d'abord souligner la source, l'inspiration de cette... Qu'est-ce qui m'a inspiré, en fait, cette éthique de la visibilité dans l'invisible? En fait, j'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans, quand maman est décédée. Et durant ma vie, j'ai côtoyé cette question de la mort. J'ai réfléchi sur cette question toute ma vie durant. Et c'est là qui m'a inspiré à la fin de poser ce que j'appelle l'éthique de la visibilité dans l'invisible.
Donc c'est une éthique qui parle effectivement de l'expérience de vie, de ma vie. Et après, je suis allé en dialogue avec Heidegger, avec Kant, avec Emmanuel Levinas, tous ces grands philosophes m'ont aidé à me frayer les chemins pour finalement concevoir cette conception, cette théorie éthique qui n'est rien d'autre que l'éthique de la visibilité dans l'invisible. Mais c'est quoi ça, être visible dans l'invisible? L'éthique de la visibilité dans l'invisible part d'un fait originaire de l'expérience pour en faire un mobile moral. Le fait en question est ce que d'aucuns appellent le souci d'immortalité, mais que je nomme le désir de visibilité, qui est fondamentalement un désir universel. En effet, étant ontologiquement voué à la mort, qui menace de nous rendre invisibles au monde, l'homme accepte bien son être mortel. Mais il ne peut facilement accepter l'idée de sa disparition totale dans le néant ou dans l'invisible. Il est habité par le désir d'immortalité ou le désir de visibilité qui l'incite à se faire un autre mode d'être en laissant des traces indélébiles de son existence incarnée pour assurer sa permanence ou sa visibilité après avoir perdu son être là visible à sa mort. Mais que signifie ce désir pour qu'il motive l'homme soumis à la possibilité permanente de sa mort à transcender sa finitude existentielle pour garantir sa visibilité au-delà temporel de son existence sublinaire ou au-delà du temps? Quelles que soient les époques ou les milliers, l'homme s'est toujours comporté de façon à assurer sa visibilité au monde au-delà de sa visibilité charnelle, en laissant des traces de sa vie. Sans doute, c'est pour cette raison que Dilthey considère la nature comme le grand livre ouvert dont il importe aux générations postérieures d'interpréter les signes et les symboles. C'est le cas par exemple de l'homme préhistorique qui a légué à l'humanité des peintures ou gravures rupestres. Le désir de visibilité s'est traduit à travers l'art, des monuments, des trophées, des portraits et à travers la photographie. Depuis Platon, la métaphysique qui prétend à la connaissance de l'intelligible ou du non-corruptible a pour vocation notamment de rappeler à l'homme sa participation à l'éternité en le confiant au dépassement de la contingence et de la finitude de l'existence incarnée. La religion s'inscrit également dans cette dynamique en suscitant dans les chefs de ses adhérents l'espoir de survie personnelle. La science, quant à elle, érige la validité d'une vérité indépendante parfois des mortels qui la pensent. La culture humaine dans l'ensemble se fonde essentiellement sur la transmissibilité des techniques constituant les trésors durables d'une communauté qui s'étend sur plusieurs générations. La distinction établie par Hannah Arendt entre les activités de la vita activa traduit aussi le désir de visibilité en l'homme. Pendant que le travail s'épuise dans la production continuelle de biens liés à la consommation immédiate ou dans la reproduction d'une vie perpétuellement mourante, l'œuvre veut par ses produits durer et résister à l'érosion du temps. Et ce, en dépit du fait que l'œuvre même est incapable de générer, à l'instar de l'action, un espace public de liberté et de dialogue véritable. Chez les Bantous, je parle des Bantous parce que je suis moi-même Moutou. Chez les Bantous, le désir de visibilité se manifeste dans les traits irréductibles vers un renforcement de vie infinie, une vie sans limite. D'où la peur de tout ce qui peut anéantir cette vie, notamment la sorcellerie, la maladie, la stérilité, pour s'attacher à ce qui les rend possibles, en l'occurrence la fécondité, l'union aux vivants et aux morts, les Bakulu, ancêtres. Les Bantous manifestent aussi le désir de visibilité en donnant le nom d'un membre influent du clan, disparu ou encore en vie, à un nouveau-né, pour empêcher la disparition complète ou l'invisibilité de ses membres et pour lui permettre de s'incarner dans le nouveau-né et ainsi assurer à travers lui sa visibilité dans le clan. Dès lors, le désir de visibilité s'oppose à l'échéance inéluctable de la mort comme possibilité de l'impossibilité de notre visibilité au monde. Le désir de visibilité n'est pas à confondre ici avec les besoins de visibilité. C'est différent. C'est-à-dire,
Le besoin de visibilité est l'aspiration de l'homme à bien paraître dans la société. Le sentiment d'être bien considéré dans la communauté. Ou encore, pour employer les verbes contenus dans le concept même de visibilité, le sentiment d'être bien vu. Ce sentiment varie d'une personne à l'autre. Il est accentué chez ceux qui aiment bien paraître en public, contrairement à ceux qui préfèrent travailler dans l'ombre. Ainsi compris, le besoin de visibilité est susceptible d'être satisfait par l'individu, selon sa classe sociale, son rôle social, ainsi que les considérations et les honneurs dévolus en son rang. Par exemple, le fait d'être désigné modérateur ou annonciateur dans une plénière peut suffire pour satisfaire les besoins de visibilité de quelqu'un qui aime bien paraître en public. Je ne m'adresse pas à notre annonciateur, loin de là. En revanche, le désir de visibilité est insatiable. Il est en tant que tel un désir métaphysique, ou pour emprunter l'expression chère à Jean Nabert, un désir d'être, un désir d'immortalité qui naît au moment où l'homme prend conscience de sa finitude existentielle et cherche à laisser des traces qui feront qu'on parle de lui même après sa mort. Le désir de visibilité est un désir ontologique qui trouve son fondement dans le caractère existentiel de l'être, dont le simple fait d'être fait de lui un être qui ne peut plus ne pas avoir été, même après avoir perdu son être au monde. Jean Guelevitch l'a bien perçu lorsqu'il dit « Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Désormais, c'est fait mystérieux et profondément obscur d'avoir été et son viatique pour l'éternité. » Ici, je veux souligner que le fait d'avoir été, le fait que nous sommes là, la mort ne peut pas le tuer. Même Dieu lui-même, quelque part, est limité. Il ne peut pas faire que moi, là, je ne sois pas été, que je n'aie pas été. Parce que je suis. Donc même quand je vais mourir, ce fait-là restera. Je vais y revenir. Au fond, la mort ne peut pas tuer le fait que nous sommes. Quand bien même elle tuerait le moi empirique qui est l'une des conditions de possibilité indéniable de notre visibilité, l'existant humain peut avoir déjà laissé des traces indélébiles qui continueront à assurer sa visibilité au monde au moment même où il devient invisible en chair et en os. C'est là la signification même de la visibilité dans l'invisible. Il s'agit d'être au monde, dans l'au-delà temporel, autrement que tel que nous y sommes, avec notre moi empirique voué à disparaître. Ou simplement être autrement qu'être là, ou encore en un autre, être au monde, au-delà de notre mode d'être là. C'est en fait une présence dans l'absence. Je peux faire les parallélismes avec le silence, avec l'éloquence du silence, par exemple. Cette éloquence que nous rencontrons quand nous écoutons les œuvres d'art qui nous parlent en se taisant. Donc la visibilité dans l'invisible, c'est créer une autre manière d'être au monde qui feront que même quand nous disparaîtrons, cette manière d'être témoigneront de nous que nous avons été. L'être l'invisible de l'homme étant voué à n'être plus invisible, l'éthique de la visibilité dans l'invisible rappelle à l'homme qu'il a à faire pour se faire un autre mode d'être dans l'au-delà temporel de son existence. Autant dire que l'homme a à être pour être visible dans l'invisible. L'homme n'a jamais choisi d'être là visible, et ce mode d'être fini lui a été imposé naturellement. Mais dans la mesure où son essence inclut le devoir être, il lui reste encore quelque chose à faire en lui et par lui. Il est créé, mais il a à se créer un autre mode d'être. Ainsi, l'éthique de la visibilité dans l'invisible est en l'homme le surgissement d'une exigence, l'aspiration à un mode d'être qu'il n'a pas, mais qu'il a à se faire. Donc, être visible dans l'invisible, c'est être autrement qu'être là. C'est une présence dans l'absence. Force-nous est de souligner que la visibilité est irréductible au simple fait d'être perceptible par les yeux du corps. Raison pour laquelle nous écrivons ces mots entre guillemets. La visibilité, quand je parle l'éthique de la visibilité dans l'invisible, la visibilité entre guillemets, pour dire que ce n'est pas réductible au simple fait d'être perçu par les yeux.
loin d'être un existentiel, elle est plutôt une manière d'être au monde. Et dont l'accès est essentiellement conditionné par l'agir humain. C'est ici qu'il convient de s'interroger sur le sort des personnes qui ont très mal vécu et dont l'humanité parle négativement. Ne sont-elles pas visibles dans l'invisible ou dans l'au-delà temporel après avoir perdu leur moi empirique? Si tel est le cas, pourquoi l'on parle d'une éthique de la visibilité dans l'invisible? Répondre à ces questions implique l'examen de l'impératif catégorique de l'éthique de la visibilité dans l'invisible. Ce qui m'amène à passer au deuxième point, l'impératif de l'éthique de la visibilité dans l'invisible. Néron, Hitler ou Mobutu que nous connaissons ont malheureusement aussi laissé des traces dans le monde des vivants. Mais si le fait d'avoir mal vécu pourrait assurer la visibilité dans l'invisible, alors le bien agir n'aurait aucune raison d'être. Et la visibilité elle-même, en tant que mode d'être, n'aurait aucune valeur. Par conséquent, l'éthique de la visibilité dans l'invisible serait dénuée de sens. Dans ces cas, il serait peut-être mieux de vivre mal, car très souvent, ce sont les mauvais actes qui attirent facilement l'attention des autres et qui, en tant que tels, constituent les traces de notre existence. Il est vrai que les traces en question assurent une certaine présence du sujet agissant dans l'au-delà temporel de son existence périssable. Mais elles ne garantissent à rien sa visibilité dans la mesure où, en considérant les désirs de visibilité comme un mobile éthique, nous reconnaissons par là la valeur en ce mode d'être qu'est la visibilité. Donc laisser des traces, c'est un fait empirique. Mais le jugement moral, sur quelles traces nous devons laisser, est d'une autre catégorie du discours. Cette question morale oriente alors notre regard. Ce qui vaut la peine d'être vu, c'est fondamentalement l'homme bon et la bonté de ses actions. D'où la pertinence de l'impératif catégorique de l'éthique de la visibilité dans l'invisible, à savoir agir de telle sorte que ton acte, sous-tendu par une intention pure, produise des effets compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre, en assurant ainsi ta visibilité dans l'invisible. En effet, seuls les actes sous-tendus par une volonté bonne et dont les effets sont compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine au monde permettent l'accès à ce mode d'être qu'est la visibilité dans l'invisible. Assurer sa visibilité dans l'invisible, c'est agir de telle sorte qu'une vie digne d'humanité soit toujours possible sur Terre. L'objectif visé est plus l'existence inconditionnelle de l'humanité au sein de laquelle nous resterons visibles même après avoir perdu notre être là visible. Par son impératif catégorique, notre éthique commande simplement d'assurer la visibilité dans l'invisible. Ce mode d'être faisant corps avec l'être inconditionnel de l'humanité, disons que cet impératif exige carrément qu'il y ait une humanité authentiquement humaine, étant donné que l'exigence d'une existence digne d'humanité est une exigence d'être plutôt qu'une simple fabrication de l'homme, elle nous transcende tous et est, de ce fait, une valeur qui ne peut être subordonnée aux autres fins que nous poursuivons tout au long de notre existence spatio-temporelle et qui en réalité sont conditionnés par notre être même. Cet impératif s'adresse non seulement à la conduite privée, mais aussi à la politique publique. Il demande à chacun de travailler pour l'assomption responsable de l'humain au monde, en devenant soi-même le lieu de l'avènement des vertus susceptibles d'alléger la tâche d'assurer sa visibilité dans l'invisible. Ainsi, nous incite-t-il à l'action dans le sens des responsabilités. Mais encore faut-il que l'État, surtout en Afrique noire, respecte les droits fondamentaux des citoyens pour leur faciliter la tâche de poser des actes garantissant la visibilité de chacun. Il appelle que nous sommes tous responsables aussi bien de notre propre visibilité dans l'au-delà temporel que celle des générations passées et futures. Et ce, dans la mesure où, en précipitant la perdition de l'humanité par notre agir, nous rendons ipso facto invisibles ceux qui avaient réussi à assurer leur visibilité et qui continuent à l'être même après avoir passé du côté de n'être plus là visible ou après avoir perdu le mode d'être là. C'est là un appel au respect des valeurs et des biens hérités des générations passées et qui, en principe,
doivent également profiter aux générations ultérieures. Plus interpellant devient l'appel en question lorsqu'il est adressé aux négro-africains, dont on dit parfois qu'il est de son essence d'être solidaire, mais qui malheureusement a perdu certains réflexes relatifs à cette valeur ancestrale qu'est la solidarité. En effet, depuis que l'Africain a pris l'option de la violence et de la négation de la pluralité, il a en quelque sorte compromis ses rapports avec les ancêtres, les générations passées, les vivants qui lui sont contemporains et les générations à venir. À telle enseigne que ce qui inquiète le plus en Afrique, secoué par les règnes de l'immédiateté et par l'agonie de l'éthique du bien commun, n'est pas la crise actuelle de l'humain, mais aussi le sort des générations futures. Il est donc difficile pour les personnes dont les droits fondamentaux sont constamment violés de veiller à la pureté des intentions qui sous-tendent leurs actions pour que les effets de celles-ci assurent leur visibilité dans l'invisible ou pour qu'ils soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Dès lors, les États africains en particulier ont besoin de structures politiques basées sur la participation des citoyens, les choix fondés en raison et l'éthique du bien commun pour l'émergence d'un vécu plus humain. Il regarde à ce qui précède. Il n'est pas dit que les pays développés où le respect des droits fondamentaux des citoyens est plus ou moins assuré ne sont pas concernés par l'impératif de l'éthique de la visibilité dans l'invisible. La domination et l'exploitation éhontée des pays pauvres ne peuvent pas mettre les pays développés en marge de cette éthique. Non seulement parce que les progrès technoscientifiques des États industrialisés compromettent l'être de l'humanité, mais aussi parce qu'il n'est pas moralement acceptable de continuer à piller les ressources des pays du tiers-monde pour développer davantage les pays industrialisés et assurer le bonheur et l'être des générations futures des pays en question. En outre, la pollution des pays du tiers-monde avec des déchets toxiques, pour ne citer que ces cas, finira tôt ou tard par avoir des répercussions même au sein des États qui prétendent s'en débarrasser. Car ce qui est ainsi mis en jeu est la nature en tant que lieu de visibilité de l'existence humaine en général. Raison pour laquelle, par son impératif, l'éthique de la visibilité dans l'invisible vise entre autres l'être des hommes au monde, quels que soient leurs accidents ou contingences historiques. Responsables des générations futures au monde, nous le sommes tous sans exception. Pour la bonne raison que nous n'avons aucun droit, en tant qu'architectes obligés du monde à venir, d'opter pour leur invisibilité ou pour leur non-être. Contrairement à l'éthique de Jonas, l'éthique de la visibilité dans l'invisible refuse ainsi de supprimer la réciprocité, car même si elle a aussi affaire aux générations non encore nées ou non encore visibles, elle fait d'elle un déjà-être en attente dans un univers intemporel, mais dont l'être visible, dans un cadre existentiel digne d'humanité, dépend des générations actuelles. L'objectif de l'impératif de l'éthique de la visibilité dans l'invisible étant de répondre à l'obligation inconditionnelle d'être de l'humanité, celle-ci doit être respectée en la personne de chaque individu, passé, présent ou à venir, pour l'édification d'une humanité nouvelle, intégrant les singularités et les différences dans une harmonie universelle digne d'humanité. De par son être mortel et son désir de visibilité, tout homme est investi d'une responsabilité à laquelle il doit veiller chaque jour qui passe, fournir des efforts pour assurer sa visibilité dans l'invisible pendant qu'il est encore capable d'agir sous le mode d'être l'invisible et ainsi répondre à l'obligation d'être de l'humanité. Autant dire que l'homme doit à tout moment fournir des efforts pour vivre conformément à cet impératif que Jonas formule pour l'homme politique, à savoir ne rien faire qui puisse empêcher les surgissements ultérieurs de ses semblables. Donc ne pas boucler la source indispensable, même si elle est imprévisible, de la spontanéité dans la collectivité, dans laquelle devront se recruter les hommes d'État futurs. Donc ne pas produire au niveau du but, ni au niveau du chemin vers ces buts, une situation dans laquelle les candidats possibles à la répétition de son propre rôle seront devenus les laquais ou des robots. Si pour Jonas, l'une des responsabilités politiques
consiste à veiller à ce que l'art de gouverner reste encore possible dans l'avenir, alors il revient au professeur de veiller à ce que l'art d'enseigner soit encore possible dans l'avenir. Au prêtre de veiller à ce que les sacerdoces soient encore possibles dans l'avenir. Et à l'homme de science de veiller à ce que l'activité scientifique soit aussi possible dans l'avenir. Bref, il revient à chacun de nous de veiller à ce que tout ce que nous sommes en train de faire pour l'être de l'humanité ou pour l'assomption de l'humain au monde soit encore possible dans l'avenir. Par exemple, un professeur qui s'est méconduit et qui n'assure pas bien ses enseignements porte atteinte à l'art d'enseigner dans l'avenir ou à cette dimension de l'être de l'humanité que l'enseignement et précipite par le fait même la perdition de l'humanité dont l'harmonie dépend de l'équilibre de ces diverses dimensions. Voilà pourquoi l'éthique de la visibilité dans l'invisible exige de nous des efforts permanents pour assurer notre visibilité dans l'invisible et ainsi répondre à l'obligation inconditionnelle d'être de l'humanité. Mais comment éduquer à cette éthique de la visibilité dans l'invisible? Je passe ainsi au dernier point, l'éducation de l'homme à l'éthique de la visibilité dans l'invisible. L'éthique de la visibilité dans l'invisible est en dernière analyse une visée de la vie bonne. En tant que telle, elle appelle l'éducation de l'homme pour s'infléchir dans la praxis quotidienne. L'éducation vise ici la mise en œuvre des moyens susceptibles de procurer le développement harmonieux des possibilités qui sont en l'homme, principalement ce qu'il y a de plus profond et de meilleur en lui. Son ouverture aux valeurs universelles et aux principes jugés utiles pour l'épanouissement de la vie, l'assomption de l'humain et l'édification d'un monde meilleur opposé aux déviations techno-scientifiques. Une telle éducation doit s'organiser autour de trois principes cardinaux. Les principes de préséance de la vie, c'est le premier principe. La technoscience doit être au service de la vie et non la vie au service de la technoscience. Ces principes posent le primat de la vie sur la technoscience. La civilisation technologique est appelée à s'imprégner d'une conception élevée de la vie pour mieux comprendre les bien fondés de l'éthique de la visibilité dans l'invisible qui lutte à la fois pour la vie des générations futures et pour l'être du monde dans lequel la vie trouve sens. Ce primat de la vie sous ses diverses formes fait de l'éthique de la visibilité dans l'invisible une éthique biocentrique et anthropogénique. En nous demandant d'agir de telle sorte que les effets de nos actes, sous-tendus par une intention pure, soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine au monde, en assurant ainsi notre visibilité dans l'invisible, l'éthique de la visibilité dans l'invisible veut maintenir en éveil la conscience de l'humanité pour la sauvegarde de la vie et de ses possibilités d'avenir. Dès lors, pour être au service de la vie, les progrès technoscientifiques doivent répondre aux besoins vitaux des générations présentes sans hypothéquer l'être et le bien-être des générations futures. L'être visible dans l'au-delà temporel étant le fruit de notre propre agir, le respect de la vie en tant que condition de possibilité de toute action humaine et de rigueur dans l'éthique de la visibilité dans l'invisible. En tant que valeur, la vie aspire à la vie. Elle ne cesse de dire oui à elle-même et non au non-être. En aspirant à la vie, cette même vie aspire par le fait même à la mort qui fait partie de son essence et sans laquelle la vie elle-même est impensable. L'évidence de cet horizon terminal de notre vie nous plonge de temps à autre dans un désespoir panique. Nous nous disons souvent qu'avec la mort, nous ne serons même plus là pour voir comment la vie continue. Nous aurons été et ne serons plus rien. En un futur qui résiste même à l'énonciation. Que faire? En fait, et c'est ce qui y est tragique, on ne peut rien faire. Car quoi que l'on fasse, la mort nous fauchera. Éduquer à l'éthique de la visibilité dans l'invisible, c'est mettre au profit justement ce désespoir de l'homme face à la mort ou sa crainte d'être lié dans les néants de l'oubli en soulignant que les riens dont il est question après notre vie terrestre est fondamentalement relatif aux choses de ce monde qui à ce moment précis ne nous serviront plus à rien. Mais par rapport à notre être même, nous avons le devoir
de par les désirs de visibilité qui nous habitent, de nous constituer un autre mode d'être, la visibilité dans l'invisible, pour tenter d'assouvir notre désir d'être après la mort. Éduquer à l'éthique de la visibilité dans l'invisible revient donc à souligner que l'homme contemporain n'a pas le droit de porter atteinte à la vie, condition sine qua non pour assurer notre visibilité dans l'invisible, que les générations passées ont essayé de bien protéger et que nous avons hérité de nos parents pour qu'à notre tour, nous léguions à la postérité des conditions favorables à l'épanouissement de la vie au monde. C'est sur cette dimension historique de notre vie que repose le deuxième principe de l'éducation. Le principe en question, c'est ce que j'appelle le principe d'interaction des générations. Nous sommes essentiellement ce que les autres font de nous dans le respect de notre liberté. Par les autres, nous entendons les générations passées, artisans de la tradition qui nous accueillent au monde, les générations actuelles et les générations à venir. Ainsi, le deuxième principe nous rappelle-t-il les concepts de natalité chez Hannah Arendt. Ce principe met l'accent sur l'historicité de l'existence humaine pour la bonne raison que le sens de l'histoire est requis pour bien comprendre les biens fondés de l'éthique de la visibilité dans l'invisible. Même si l'homme vient à l'existence avec la responsabilité de se faire lui-même son essence, au sens existentialiste du terme, il demeure qu'il s'insère toujours et déjà dans une tradition qui le précède et dont les restes dépendant tout au long de son existence. La condition de l'être de chacun de nous dépend essentiellement des bienfaits des autres dans le respect des libertés individuelles. L'existence du monde contemporain étant le fruit des efforts des générations passées, le bon sens fait de ces efforts une dette que l'homme contemporain doit payer aux générations futures, encore en attente dans un univers intemporel. En d'autres termes, l'homme contemporain doit à son tour fournir les mêmes efforts pour humaniser son espace existentiel en le transformant en une communauté de personnes pour espérer léguer à la postérité des conditions d'une existence digne d'humanité et garantir ipso facto la visibilité dans l'invisible. Le deuxième principe de l'éducation met en exergue l'importance de la tradition dans la réalité même de l'être humain pour souligner l'historicité de notre existence au sens où elle est aussi rendue possible non seulement par les générations qui nous sont contemporaines et qui sont encore en vie, mais également par les générations passées qui ont déjà perdu l'être là visible. C'est dire que le deuxième principe veut éduquer au sens de l'histoire, car il est pratiquement impossible de faire comprendre les biens fondés de l'éthique de la visibilité dans l'invisible à des gens qui n'ont aucun souci de conserver les acquis du passé, les biens matériels et surtout les valeurs d'humanité qui doivent se transmettre de génération en génération à l'aide de la parole, de l'écrit et de l'exemple. Manquer le sens de l'histoire est synonyme de ne pas reconnaître au passé ou à la tradition son caractère d'être le seul nourricier de l'être individuel et collectif. C'est prétendre que la tradition appartient au passé et qu'elle n'a aucune influence sur nous ou sur le présent, alors qu'elle doit normalement nous poser constamment face à nous-mêmes par une perpétuelle récréation de ces valeurs. En reconnaissant l'influence que la tradition exerce constamment en nous, nous pouvons facilement souscrire à l'idée selon laquelle l'existence du monde contemporain étant le fruit des efforts des générations passées, le bon sens fait de ces efforts une dette que l'homme contemporain doit payer aux générations futures. En d'autres mots, l'homme contemporain doit à son tour fournir les mêmes efforts pour humaniser son espace existentiel et en le transformant en une communauté de personnes pour espérer léguer à la postérité des conditions d'une existence digne d'humanité. Par la mise en marge de la parole jouée par les générations passées ou par la tradition dans la constitution même de notre essence, le deuxième principe cardinal de l'éducation insiste sur le fait que l'homme contemporain n'a aucun droit de porter atteinte à l'humanité, dont l'existence dépend en grande partie des efforts fournis par les générations passées, notamment par ceux qui se souciaient de leur visibilité dans l'invisible, et qui par le fait même travaillaient pour la promotion de l'humain au monde, et c'est en menant une vie conforme aux valeurs d'humanité, en l'occurrence le respect de la vie et la dignité humaine.
L'élan de transmission aux générations futures des acquis hérités des générations passées appelle la liberté humaine, étant essentiellement ce que les autres font de lui. Pour moi-même, je pense qu'il faut développer des valeurs fortes. Mais développer ces valeurs fortes, il faut qu'il y ait encore des gens qui soient capables de pouvoir effectivement développer ces valeurs. Donc, en conclusion, l'éthique de la visibilité dans l'invisible, ce n'est rien d'autre qu'une invitation à chacun de nous de travailler de telle sorte que nous puissions nous créer une autre manière d'être, qui est cette manière qui continuera de témoigner de nous, même au moment où nous ne serons plus là. Il est question d'agir pour l'assomption responsable de l'humain au monde. Je vous remercie de votre attention. Écoutez-moi ça.